Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant décryptage sur BNews. Vous êtes sur Carré Politique. Les deux invités médias de la semaine sont déjà en plateau. Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous, Gabin, bonjour à tous. Et face à vous, Prudent Nasseu, bonjour. Bonjour Gabin. Et merci pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes sous journaliste, analyste politique. Avec vous donc, nous aborderons cette actualité liée aux divergences entre les partis politiques autour des modalités retenues par la Commission électorale nationale autonome Sénat relativement à la question du parrainage. Il sera également question au cours de cette émission de ce jeu de tic au tac auquel se sont adonnés l'actuel locataire de la Marina et son prédécesseur, le président Bouniaï. Pour certains analystes, ce spectacle est un signe avant-coureur d'un énième bras de fer entre Patrice Talon et Bouniaï dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Cette position est-elle partagée par les confrères en plateau? Réponse au cours du débat qui suivra ce jingle. Et donc, rebonjour, chers invités, tout de suite, vos notes sur cette première actualité liée aux divergences qui ont cours après la lecture de la Sénat sur le parrainage prévu dans l'article 44 du Code électoral. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soulé. 6 pour Alphonse Moïse Soulé, 5 pour Prudent Nasseu. Prudent Nasseu, je vais déjà commencer par vous. Et la première question que je m'en vais vous poser, parce que le fait semble devenu de plus en plus récurrent, la Sénat qui est souvent appelée à la rescousse pour expliquer le contenu de la loi, alors que l'institution n'est associée ni de près ni de loin au processus d'élaboration de la loi. Est-ce que ce n'est pas là une anomalie? Pas du tout, parce que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays de la sous-région et même en France, la question donc du parrainage a toujours suscité un vif débat. Et c'est à certains organes prévus pour organiser les élections de les trancher. En France, c'est le Conseil constitutionnel. Ici, chez nous, au Bénin, c'est la Sénat. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la CENI. Au Burkina Faso, je crois aussi, c'est la CENI. Donc, la Sénat est dans son rôle. D'autant que aujourd'hui, le parrainage est acté dans notre Constitution. Au-delà donc du code électoral qui prévoit que pour participer à l'élection présidentielle, le duo présidentiel doit recueillir le parrainage des élus, notamment les députés et les maires à un taux de 10%. Il est aussi indiqué clairement dans la Constitution aujourd'hui qu'on ne peut pas aller aux élections dans notre pays sans pouvoir bénéficier du parrainage. Donc aujourd'hui, la question du parrainage est une question primordiale, cruciale, qu'il faut trancher par ceux qui prétendent diriger prochainement notre pays. Et il faut quand même une interprétation, il faut quand même que la Sénat définisse comment est-ce que de façon pratique... Est-ce qu'il ne serait pas mieux que le législateur déjà donne les modalités de mise en œuvre ou d'application de la loi? Parce que souvent, voilà la Sénat qui donne sa lecture, sa position, son analyse, et des députés, ceux qui ont participé au vote même de la loi, sont contre le principe retenu par la Sénat. Oui, vous savez, nous sommes en politique et ce débat, il ne se fait pas qu'au Bénin. En France aussi, la question donc de la publication des élus qui parrainent les candidats à l'élection présidentielle s'est posée. Et en réalité, en fait, dans les pays africains, ce qu'on a observé ou ce qui a été proposé, c'est que l'organe qui organise les élections fasse des fiches de parrainage. Et maintenant, le débat, il est entier par rapport à la primauté que les élus ont, soit de le faire directement avec les candidats à l'élection présidentielle ou que cette responsabilité soit donnée aux partis politiques. Je pense qu'il s'agit d'un jeu politique. Là, ça démontre que même dans le contexte de la réforme du système partisan, la confiance n'est pas totale au niveau des formations politiques. Les formations politiques n'ont pas véritablement confiance en leurs élus, sinon en principe. Aujourd'hui, pourquoi on exige que ce soit le parti politique qui le fasse, puisque le débat, il est là. Hein. Certains proposent que ce soit le parti qui parraine les candidats à l'élection présidentielle et que ce droit ne soit pas exclusivement donné aux élus. D'autant que la Sénat, dans la proposition qu'elle a faite, veut garantir une certaine confidentialité. Et donc, on se dit, si le jeu se passe de cette façon-là, les partis pourront justement perdre leurs droits sur certains élus. Et ça montre bien que peut-être derrière le parrainage, il y a une volonté manifeste justement de ne pas ouvrir la compétition.
D'accord, Alphonse Moïse Soulé, la Sénat qui a opté pour le parrainage individuel avec l'élaboration de fiches préimprimées qui seront distribuées aux élus, aux maires et aux députés. Comment trouvez-vous cette lecture, cette appréhension de cette disposition de la loi là par la Commission électorale nationale autonome? Nous avons tous souhaité que la commission habilitée à organiser les élections se prononce sur la forme de parrainage. Et enfin, la Sénat est sortie et a donné son avis technique de comment faire pour obtenir le parrainage. Mais vous avez aussitôt vu que le politique a réagi parce que nous sommes dans le prolongement des élections municipales où, à un moment donné, ceux qui étaient prédestinés pour être maires étaient bousculés dans un certain nombre de communes parce que les autres conseillers n'en voulaient pas. Il a fallu que nuitamment l'on réorganise la loi pour que désormais le parti soit plus fort que les individus. Et c'est la même chose qui veut se reproduire. L'honorable Gounou a été directement, il a réagi aussitôt. Parce que si l'option de la Sénat est retenue, je crois que ça va faire mal. Et j'ai dit et je répète que le président Talon... Ça va faire mal, c'est-à-dire... Oui, je dis et je répète que le président Talon lui-même sait très bien là où il est. Il ne peut pas faire confiance à tous ses députés, qu'il ne peut pas faire confiance à tous ses maires. D'autant qu'il les considère désormais comme des partenaires de circonstances, parce que nous sommes en politique, pour lui ce sont des partenaires de circonstances, et ils vont lui prouver qu'ils sont vraiment des partenaires de circonstances. Si on laisse chaque député, chaque maire remplir individuellement sa fiche, ce n'est pas évident pour le président de la République lui-même d'avoir les 16 parrains. Sur les 160 signatures. 159, oui. 159, vous savez, oui. Vous ne pouvez pas. Il a dit qu'il est impopulaire et il sait ce qui se passe. Non, mais dit qu'aujourd'hui, alors qu'il a tout, ouais, alors, vous savez, alors qu'on dit qu'il a à la veille de toute élection, une majorité à l'Assemblée nationale, oui. Dit à la veille il y a des bouleversements qui se passent. Mais pourquoi aujourd'hui les partis politiques veulent qu'on leur envoie les fiches? Ils vont s'occuper du remplissage. Mais nous sommes dans la réforme du système partisan. Je pense que si on doit laisser... Ils ont confiance en eux-mêmes. Qu'on opte pour la solution proposée par la Sénat et vous allez voir le dégât qui va se passer. Parce que là, la réaction était automatique dans la salle en même temps. C'est comme si on savait que... Mais quelque part, est-ce que la solution de la Sénat n'est pas de nature à restreindre un peu l'autorité des partis politiques? Nous pouvons être membres d'un même parti politique et ne pas être convaincus. Quand un candidat se présente devant nous pour exposer son programme de société, nous pouvons ne pas être convaincus. Ce n'est pas parce que je fais partie de Tantampion que forcément Tantampion va m'obliger à donner ma signature à l'autre. Parce que c'est un engagement individuel. Parce que demain, vous serez responsable de ce qui adviendrait. Si vous parrainez un candidat qui deviendra président de la République et qu'il déconne, vous serez responsable devant l'histoire. Là-dessus, il n'y a pas de crainte à avoir parce que la Sénat s'est portée garante pour assurer la confidentialité du choix des élus, justement. Et au président Nasseu, voilà, la Sénat qui annonce un peu son analyse, sa lecture par rapport à la mise en œuvre de cette disposition de la loi. Mais quelque part, est-ce que la solution préconisée par Emmanuel Tiando et ses pairs ne va pas restreindre un peu l'autonomie des partis politiques et donc remettre en cause la réforme du système partisan? Non, les députés eux-mêmes, en légiférant au Parlement et en indiquant clairement que les candidats, donc le duo présidentiel, va solliciter des parrainages, les députés, disais-je, ont eux-mêmes fragilisé l'ancrage des partis politiques. Pourquoi ne pas exiger expressément que les candidats soient membres déjà des partis politiques si nous sommes dans un contexte de réforme du système partisan? Et ça, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit qu'on recourt à des parrainages pour éviter les candidatures fantaisistes. Et là, je partage totalement l'avis de Alphonse Moïse Soulé pour dire que les partis politiques n'ont pas voulu que les candidats ou le duo présidentiel soient issus des formations politiques. Et ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'en préconisant ou en faisant l'option du parrainage, on veut limiter, puisque c'est ce qui a été tout le temps indiqué, on veut limiter les candidatures fantaisistes. Et si ce n'est que ça l'idée, donc en principe, la Sénat est dans son rôle aujourd'hui de dire il faut quand même laisser le jeu ouvert et permettre aux maires. Mais je ne suis pas sûr que les députés qui sont de la mouvance présidentielle ou les maires qui sont élus ou nommés puissent échapper justement à apporter leur soutien à leur formation politique ou aux leaders charismatiques de la mouvance présidentielle. Donc, j'ai bien peur que même dans le cas d'espèce où la Sénat semble garantir une certaine confidentialité, la peur
et je ne sais pas, l'environnement ne puisse véritablement empêcher les élus d'apporter leur caution en parrainant des candidats qui ne soient pas ceux de la mouvance ou de leur parti politique. J'ai bien peur. Et on comprend aujourd'hui qu'en voulant régenter justement ce privilège donné aux élus par certains hiérarques des partis politiques, on comprend bien que quelque part on a peur. On a vraiment peur et ça se sent. Et ce dont on a peur, c'est que cette solution risque de laisser la porte ouverte au marchandage politique et à la corruption électorale. Est-ce que quelque part la crainte est quand certains députés, certains politiques aujourd'hui n'est pas justifiée? Oui, mais je dis, ils ont tiré le son des communales. Ils ont tiré le son des communales. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et que nuitamment, on s'est vu de retrouver pour dire la loi interprétative, machin. C'est pas nous qui avons élaboré la loi. On n'était pas à l'Assemblée nationale, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas pris toutes les dispositions. C'est la même chose qui va se reproduire. Je dis et je répète, si vous voulez, on a qu'à opter pour le schéma de la Sénat et vous verrez ce qui va se passer. Parce que les hommes politiques, et je dis, la plupart de ceux qui sont à la mouvance, c'est un parapluie pour eux. Certains sont allés à la mouvance malgré eux, parce qu'ils ont besoin d'une certaine survie politique. Ils ont besoin de garantir leurs intérêts. Et maintenant qu'on leur a dit qu'en politique, ils sont des partenaires de circonstances, qu'ils ne sont pas des amis, ok, ils vont en profiter. Maintenant, peut-être que nuitamment, on va encore modifier la loi pour nous dire désormais que les fiches soient acheminées au siège des partis politiques et que l'instance fêtière, les responsables, les premiers responsables du parti s'occupent de cette affaire-là. Sinon, si on respecte le schéma proposé par la Sénat, ça dit que nous aurons théoriquement 9 candidats. Et ce n'est pas évident parce que rien n'oblige, encore que là, rien n'oblige un élu à parrainer forcément un candidat. Et les gens peuvent s'abstenir de parrainer des candidats. Les gens peuvent s'abstenir. Donc, et là, ça va poser problème encore. Parce que si dans un parti UP ou bien UBR ou bien la FCB, les gens s'abstiennent de parrainer, ça va donner quoi? Donc, on n'a pas, en votant la loi, on n'a pas étudié toutes les possibilités. Et je crois qu'aujourd'hui, les hommes politiques seront pris à leur propre piège. Et l'honorable Gounou a déjà... Certains parlent déjà de loi interprétative. Hein, mais c'est ce que je vous dis, et ça sera fait. Parce que à cet allure-là, chaque député remplit sous anonymat, même encore que là, ce n'est pas garanti. Parce qu'au niveau de la Sénat, c'est des gens qui vont dépouiller, qui vous souviennent que... Mais de quoi pourrait-on avoir peur fondamentalement, Prudent? C'est où quand on sait qu'un élu est forcément issu d'une formation politique, son choix doit être naturellement celui de sa parti politique en principe. Oui, la peur réside dans le fait que les partis politiques ne sont pas soutenus par un idéal ou une idéologie. Donc, les gens y militent simplement par copinage et par intérêt. Et vous comprenez... C'est un problème de formation, un problème de militantisme. Naturellement. De conviction politique. Naturellement. Et vous savez pourquoi tous les élus font allégeance à la mouvance présidentielle? Simplement parce que les hommes politiques au Bénin ne sont pas intègres. Et derrière chaque action publique, on peut trouver des failles, on peut trouver des malversations, on peut trouver des faits répréhensibles. Et c'est surtout ça, ce qui fait que les hommes politiques font allégeance au pouvoir pour ne pas justement subir certaines représailles lors qu'ils ne respectent pas, je dirais, les exigences d'une bonne gestion financière. Vous allez remarquer que tous les maires, notamment, font allégeance au pouvoir du fait que il n'est pas facile de gérer les fonds publics sans qu'on ne vous trouve des choses. Et donc aujourd'hui, la crainte réside dans le fait que les militants ou les élus aujourd'hui ne sont pas des militants convaincus, engagés, loyaux à la formation politique. Et les tensions qu'il y a eu après les élections communales, je veux dire au sein des formations politiques où certains ont été écartés, peuvent nourrir les positions nouvelles. Mais toujours est-il qu'au niveau donc de la Sénat, même la logique de confidentialité garantie ne rassure pas autant. Il y a aussi, je dirais, la possibilité pour le duo d'approcher les maires. Parce que ici, dans la proposition qui est faite, ce sont les candidats qui sollicitent les parrainages et les joignent à leur dossier. Donc, vous pouvez, dans vos négociations, échouer lamentablement dans la collecte des parrainages, ne pas avoir le nombre indiqué, les 16 notamment. Donc, vous pouvez engager les discussions et à l'arrivée, ne pas recueillir le nombre. Et ça risque aussi de fragiliser
le niveau, en fait, le taux de candidats à l'élection présidentielle. Donc, on pourrait avoir 2 ou 3 éventuellement pour la prochaine élection. Et ça va être peut-être... Oui, vous savez, le coup de gueule de Bako par rapport à la création des groupes parlementaires, ça va continuer. Parce qu'on sent que les députés, on veut les confiner. On veut les confiner, on ne veut pas leur donner la liberté d'action. Parce que ce que la Sénat propose, c'est une liberté d'action aux élus. Je peux... Est-ce que la proposition de la Sénat aussi n'est pas... Vous savez ce qui va se passer si une élection beaucoup on ne plus leur ouverte. garantit pas cette liberté? Je peux être candidat, avoir un bon projet de société sans obtenir aucune signature. Si l'instance supérieure du parti dit, lui, ne le parrainez pas. Pourtant, j'ai un bon projet de société. Donc, mais là, si on donne la liberté d'action aux élus, ils peuvent facilement aller dans un même camp et ne même pas soutenir leur leader charismatique parce que le chef de l'État a dit qu'il est impopulaire. Généralement, celui qui est impopulaire n'est pas réélu parce que vous avez fait des mécontents. Il y a des députés qui, pendant peut-être leur mandat, n'ont pas encore eu leur compte. Il y a des maires qui n'ont pas encore eu leur compte et les gens profitent de l'élection présidentielle pour régler des comptes. Donc, si on leur donne cette possibilité-là, le président peut ne pas avoir cette signature. Parce que même, là, on parle de conviction, on parle d'éthique. En politique, déjà, on n'a plus l'éthique. Il y a des gens qui sont là. Moi, je n'ai pas du tout de crainte par rapport aux signatures du chef de l'État. Il les aura. Et ma crainte, surtout, c'est que ceux qui ne sont pas justement du camp du président de la République ne puissent pas les avoir. Et là, on risque de revenir à la case de départ. On comprendrait que les ressentiments des populations, dès lors qu'on a parlé du parrainage, se justifient du fait qu'on aurait une élection non inclusive. Non, mais pour permettre que l'élection ait lieu, on va fabriquer des candidats. On peut fabriquer des candidats. On va donner des consignes pour que ceux-là soient parrainés, pour que le Gémeaux démocratique, on va dire, bon, ce n'est pas seulement un candidat de la mouvance, hein, on a trouvé des candidats de l'opposition. Mais les candidats fabriqués pourraient être l'alternative du peuple. Tout à fait. En tout cas, nous sommes dans des analyses, nous sommes dans des supputations par ici. On verra bien si la suite des choses et des événements va nous donner raison. On aborde très rapidement le deuxième sujet de notre décryptage de la semaine qui a rapport à cette guéguerre entre Yahi, Talon, cette guéguerre qui visiblement ne finit pas. On a vu Talon donner une interview justement, une interview à nos confrères de Jeune Afrique et pratiquement 2 jours après, Yahi Boni est monté au créneau sur sa page Facebook répondre à certaines récriminations, certaines accusations qu'il a jugées et non fondées. On va prendre vos notes sur cette actualité avant d'aller au débat. Alphonse Moïse Soudé, 4 pour Alphonse Moïse Soudé, 4 également pour Prudent Nasseu. Je vais commencer par vous, Alphonse Moïse Soudé. Et c'est la question que tout le monde se pose visiblement. Talon, Yahi, à quand finalement la paix? Je suis en train de comprendre qu'en avril 2016, on avait organisé une comédie. Quand on a organisé une rencontre avec Ouattara Fort pour réconcilier les 2 hommes. C'était pas une comédie. C'était une comédie. La preuve, est-ce qu'ils sont réconciliés? Peut-être que ça a échoué, mais c'était quand même une démarche sincère et entreprise par le président Faure Gnassingbé. Quand vous tenez compte des discours que les uns et les autres ont tenus à la sortie de cette audience-là, oui. On ne devrait plus être à cette étape-là. On ne devrait plus à cette étape. Je dirais que les Béninois sont fatigués de cette guerre-là. Parce que quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Aujourd'hui, cette guerre entre Yahi et Talon, entre Talon et Yahi, ça profite à certains. Certains ont intérêt à ce que cette guerre-là continue, mais il y a d'autres qui en souffrent. Parce que quand je ne suis pas d'accord avec ton leader, ne sois pas sûr que quelque part que tu aies des marchés, ne sois pas sûr que quelles que soient tes qualités intrinsèques, que je puisse te nommer à des postes de responsabilité. Donc il va falloir que, pour le bonheur du peuple, que ces 2 messieurs-là, qui entre-temps se sont associés pour gérer le pouvoir, qui entre-temps c'était des amis, entre-temps étaient des copains, qu'ils arrêtent ça. Yahi qui a dit que cette affaire de conteneur est un non-lieu, qui n'a jamais voulu emprisonner ou contraindre dans les îles son frère Patrice Talon. Mais finalement, qu'est-ce qui les oppose si tant? On se demande, et c'est là où le bas blesse, d'autant qu'il s'agit des personnalités qui doivent être des miroirs pour les citoyens et qui sont dans le tiraillement, je dirais, au quotidien. Mais en réalité, vous voyez, quand on lit l'ancien président Boni Yahi, on comprend qu'il se victimise.
Aujourd'hui, il semble indiquer qu'il prend fait et cause pour le peuple et c'est ce qui justifie son combat parce qu'il avait annoncé quand même aller, je dirais, évangéliser, donc devenir pasteur après sa retraite. Peut-être que c'est parce qu'il se définit encore de nouveaux combats qu'il n'est jamais allé à la Bible pour justement sensibiliser les citoyens ou évangéliser. Donc, qu'est-ce qui oppose Boni Yayi et Patrice Talon? On ne saurait le dire parce que les deux sont quand même de bons amis. Boni Yayi, à un moment donné, a pardonné, mais il estime que l'actuel président de la République n'en fait pas autant et que c'est lui, ses droits qui sont brimés, c'est le droit c'est certains droits qui constituent les fondamentaux de notre démocratie qui se trouvent sacrifiés et il justifie son combat. Moi, je salue son courage d'une façon ou d'une autre parce que on lui demande un exercice dans lequel il ne s'identifie pas. Mais après tout, l'ancien président Boni Yayi reste un citoyen et il est libre de s'engager en politique ou de ne pas le faire. Et évidemment, chaque personnalité imprime son comportement à son action ou à son vécu. Et donc, je suis certain que le président Talon, après avoir laissé le pouvoir, ne sera pas aussi au devant de la scène politique comme Boni Yayi le fait. On a vu Kérékou dans ce rôle, on a vu les anciens présidents Zissou. Mais Zissou, il faut le dire, à un moment donné, a créé un parti politique et personne ne l'a empêché justement d'exercer des activités politiques dans l'ancien président Émile Delanoë Zissou dans ce pays. Et donc, il revient à chaque ancien président de choisir, de s'abstenir, de continuer par faire de la politique ou de continuer par militer. Et quand on prend aujourd'hui le code électoral, il est clairement dit que quelqu'un qui a été 2 fois président de la République ne peut même plus être, vice-président. Ça, c'est dit dans le code électoral en vigueur. Et ça montre bien que Boni Yayi est forclos. Il ne peut plus non seulement être candidat à l'élection présidentielle, ça c'est connu de tous, mais il ne peut plus aussi figurer dans le duo. Et à partir de ce moment, on ne doit plus le craindre, parce que pour moi, il est forclos, même si on pense que sa capacité de mobilisation pourrait toujours servir la cause. Mais est-ce que ce n'est pas une raison pour que Yayi Boni également se range, puis mérite ce poste, enfin cette place? C'est lui qui choisit. C'est ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il faut qu'on de référence, de repère pour la nation. Mais rien ne l'oblige, dans le cas d'espèce, à prendre une retraite politique. Rien ne l'oblige. Aucun test de la République ne fait des anciens présidents, des citoyens, je dirais, engagés dans la médiation internationale ou même dans la médiation au niveau local ou dans la sagesse. Donc, il est libre. Il est libre, justement, de militer en politique, d'être sur le terrain, même s'il ne peut plus être candidat. Peut-être qu'il se dit, et ça, c'est clair, donc il se dit qu'il doit retourner l'ascenseur. C'est pour ça que je vois dans sa réponse après l'interview du président Patrice Talon, une certaine victimisation quand on le lit. Et ça montre bien que Boni Yayi est toujours engagé dans l'action politique. Vous voyez, il aurait pu seulement se contenter de prendre cet aspect de l'interview qui le concerne, mais il a évoqué beaucoup d'autres aspects dans sa publication sur sa page Facebook. Et on comprend bien que c'est un citoyen engagé, c'est un citoyen qui veut toujours participer à la scène politique de son pays. Voilà, 2 personnalités, 2 hommes d'État, Talon Yayi, 2 styles différents, 2 approches différentes de la gestion des choses de l'État. On se demande qu'est-ce qui a pu bien les allier, qu'est-ce qui a pu bien faire d'eux des amis de par le passé. Non, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, vous allez comprendre. Je me suis amusé à relire l'entièreté de l'émission à cœur ouvert du chef de l'État, le 1er août 2012, où il a dit un certain nombre de choses. Et après, il a dit de 2012 à 2016, le président Talon, opérateur économique en exil, l'a empêché de gérer correctement le pouvoir. Il aurait financé des grèves. Cela ne l'a pas empêché de finir son mandat. Il a fini son mandat, mais il n'a pas eu le temps de travailler comme cela se doit. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas le même schéma qui s'oppose ici? Parce qu'il y a eu estime. Il a eu à poser des actes. On a parlé du revers de la main dès le lendemain, disons, de l'élection du président Patrice Talon. Il y a un certain nombre d'acquis. Yayi avait trouvé pour le peuple, qu'on a parlé du revers de la main. Aujourd'hui, Yayi estime que on attaque sa gouvernance. C'est pourquoi dans sa réplique, il a aussi
il a fait l'analyse de la gouvernance sous Patrice Talon. Je dis non, il doit forcément avoir quelque chose qui les oppose que nous ne maîtrisons pas. Parce que vous imaginez, quand on parle de l'élection de Yahya Bouni en 2006, Talon y a mis les sous. Quand on parle du chaos de 2011, Talon y a mis les sous. Qu'est-ce qui, du jour au lendemain, au départ, ils étaient ensemble, d'où la naissance du PVI. Qu'est-ce qui, du jour au lendemain, peut opposer des hommes? Moi, je dis, au-delà de tout ça, il faudrait qu'ils se disent, en s'attaquant régulièrement comme ça, par médias interposés, ça ne fait pas du bien au peuple. Ça ne fait pas du bien à la génération montante. Il faut que chacun, ce n'est pas seulement Yahi et Talon, c'est pas Soglo et Yahi qui vont se ressaisir. Il faut que les trois se ressaisissent. Il faut que les trois prennent de la hauteur. Ils peuvent se parler, ils sont des adultes. Et le président Talon avait travaillé avec Nicéphore Dieudonné Soglo quand il était au pouvoir. Le président Talon avait travaillé avec Boni Yahi. Ils étaient des amis. Pourquoi aujourd'hui, à la face du monde, ils s'attaquent? Je voudrais qu'ils s'en... Parce que le Bénin n'a plus besoin de ça. Le Bénin a besoin de l'union de tous ses fils. Chacun à son niveau de responsabilité. Chacun, selon sa classe sociale, a un plus à apporter au pays. Donc, il est temps que ces hommes politiques s'entendent. Il y a des gens capables de les réunir. Il y a des gens capables de leur parler. On n'a plus forcément besoin d'avoir recours à des personnes extérieures. Au Bénin, il y a des gens qui peuvent... Ils ont des accès, certainement qu'ils ont des amis en commun. Et je dis, il faut chercher à savoir à qui profite cette passe d'âme entre les deux présidents, entre l'ancien et le nouveau. Il y a forcément des gens qui tirent intérêt de ce qui se passe. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on dise, écoutez, arrêtez ça. Entendez-vous, faites la paix. Parce que je crains que cela ne continue avec notre président. Si un jour, le président Patrice Talon partait, que notre venait, je crains que le même schéma ne se reproduise. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Il faut, paix à son âme. Quand Kérékou a quitté le pouvoir, il a quitté le pouvoir. Que ce soit sous le régime Soglo, quand il a quitté le pouvoir, il a quitté le pouvoir. Quand il a passé la main à Yahi, il est parti. Il n'a jamais fait ce qu'on est en train de voir. Il faut que chacun ait de la retenue par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il dit. Chacun ait de la retenue. Il faudrait que la paix revienne entre les deux. Mais qui pourrait jouer cette médiation-là? Non, je pense que il revient au président de la République, Patrice Talon lui-même, d'appeler ses aînés pour, je dirais, rétablir le dialogue qui a été rompu. On a vu ce Kérékou dans le temps, et Soglo, ennemi jury, s'appeler, s'embrasser, une image qui a fait le tour du monde dans le temps. Je crois qu'il revient au président Talon d'appeler ses aînés pour rétablir le dialogue qui a été rompu avec les deux depuis un certain temps. Donc il a la clé de la réconciliation. C'est lui qui a la clé. Vous parliez justement de cette rencontre d'Abidjan avec Ouattara, oui. Et les clauses ont été rompues depuis. Après les élections législatives et tout ce qu'il y a eu avant, on comprend bien que cet accord de non-agression donc a été totalement rompu par une partie, mais il revient quand même au chef de l'État actuel de remettre la balle à terre, de voir un peu quelles sont les sensibilités de ces anciens présidents et d'apaiser la situation. Parce que, comme vous le dites, on a vu sous Kérékou, Nicéphore Soglo haranguer les foules, s'attaquer à l'action de Mathieu Kérékou aux côtés de la RB, et pourtant ça n'a jamais créé problème, ça n'a jamais empêché les deux d'aller dans les débats jusqu'à ce niveau-là et de montrer de façon, je dirais, internationale ce qui les oppose, de mettre ça sur la place publique. Donc aujourd'hui, il est nécessaire que l'image de notre pays soit restaurée à travers une certaine réconciliation entre ces personnalités qui ont dirigé notre pays à un moment donné. Aussi bien Boni Yahi qui a réagi que l'ancien président Nicéphore Soglo qui incarne aujourd'hui quand même à travers son âge une certaine sagesse. Merci. Les modalités, les divergences autour des modalités de la commission électorale nationale autonome, la guéguerre Talon-Yahi, à quand la paix, c'était les deux sujets au menu de cette émission Carré Politique. Nous étions au 37e numéro. Avec nous, il y avait en plateau Alphonse Moïse Soulé, président Nassé, tous deux journalistes, analystes politiques. Merci, chers confrères, d'avoir accepté de partager avec nous votre lecture sur ces différents sujets. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.